L'invité du matin avec ESQ. ESQ est à vos côtés depuis plus de 50 ans. ESQ, c'est le fabricant et votre spécialiste pour le transport et le raccordement de l'eau potable en Calédonie. ESQ, le bon tuyau. Bonjour Gilles Ménage. Bonjour Nicolas Legrand. Comment lutter contre le trafic de stupéfiants? C'était l'objet d'un séminaire organisé à Nouméa. Et pour revenir sur cet événement, vous recevez Bruno Dalle. Le procureur général près la cour d'appel de Nouméa, bonjour. Bonjour Gilles Ménage. Et merci d'être avec nous pour revenir sur ce séminaire international que vous avez organisé. Vous en êtes à l'initiative, c'était la semaine dernière. Séminaire international qui réunissait la gendarmerie, la police, la douane qui était effectivement très en pointe sur ces sujets. Alors c'est un séminaire international, si on a bien compris, qui n'est pas seulement sur les trafics, mais aussi sur le blanchiment. C'est bien ça. C'est bien ça. Et puis il y avait aussi des magistrats et puis aussi les représentants pour le territoire de Nouvelle-Calédonie de la Marine nationale. Et donc effectivement, c'est à la fois pluridisciplinaire et international, puisqu'on avait invité nos homologues des États-Unis, du Japon, des Fidji, du Vanuatu, de Nouvelle-Zélande, d'Australie, et puis c'était ouvert aussi à la Polynésie, puisque avec mon collègue procureur général de Polynésie, on avait déjà engagé cette idée de faire ce séminaire à la suite d'un précédent séminaire en novembre dernier à Papeete, qui faisait lui-même suite à une réunion de Los Angeles l'année précédente. Donc vous voyez, c'est une initiative de Nouvelle-Calédonie, mais qui suit des initiatives précédentes qui montrent la volonté de s'engager dans la coopération internationale. Et effectivement, il y avait cette dimension financière qui est nouvelle. Et ça, c'est l'originalité de ce séminaire, l'approche par la lutte contre le blanchiment également. Alors quand on entend, qu'est-ce qu'on entend exactement par blanchiment et lutte contre le blanchiment? Comment ça s'organise? En fait, il y a plusieurs choses. La première chose, c'est qu'on sait que les trafics génèrent du cash, donc de l'économie souterraine. Et le premier sujet, c'est comment détecter le blanchiment de proximité, ce qui correspond à la typologie du trafic qu'on connaît sur la Nouvelle-Calédonie par rapport à la production et la consommation locale, notamment du cannabis. Mais la lutte contre le blanchiment, c'est aussi travailler sur le blanchiment international et donc les investissements qui sont des flux financiers qui ont pour origine des trafics illicites et notamment du trafic de stupéfiants. Et donc la Nouvelle-Calédonie n'est pas à l'abri du risque, comme les pays voisins peuvent être aussi des pays de destination de ces fonds. Et puis le troisième élément, c'est que par le renseignement financier, c'est-à-dire par la détection des opérations anormales, par l'exploitation de données sur des obligations douanières comme l'obligation déclarative qui veut que toute personne doit déclarer si elle a plus de 10 000 euros ou en équivalent sur elle en liquide à l'entrée ou à la sortie. On peut essayer, à défaut de prendre la main dans le sac ou dans le shit ou dans la coque le trafiquant, d'avoir le passeur, celui qui fait circuler l'argent, celui qui fait de la compensation, voire l'organisateur qui lui met pas la main dans le cambouis mais met la main sur le pognon. Alors c'était important justement d'avoir tous les interlocuteurs présents au même endroit, peut-être parce que le renseignement financier, le renseignement judiciaire, le renseignement douanier, tout ça s'organise évidemment, et plus on coopère les uns avec les autres, et mieux ça fonctionne finalement. Alors l'idée, c'est de décloisonner, c'est-à-dire que chacun connaisse la logique de l'autre. La douane, par exemple... C'est plus la guerre des polices qu'on a connue dans les années 60. Non. Il faut être policé dans notre guerre. Et donc pour être policé, il faut se connaître. Il faut connaître ses conditions d'engagement, comme disent les militaires, les conditions juridiques d'exploitation des données. Donc il y avait deux choses importantes. La première, c'est que les différents réseaux de communication qui existent aujourd'hui, le réseau douanier, les cellules de renseignement financier, c'est-à-dire l'équivalent de Tracfin de la région, ont une organisation régionale qui aide aux rencontres et à l'échange d'informations, mais les douaniers la connaissent pas, les magistrats la connaissent pas bien, cette organisation. Et puis la deuxième dimension, c'est comment judiciariser le renseignement, c'est-à-dire à quel moment on passe d'un échange qui donne des pistes, qui permet de détecter des suspects, à une enquête judiciaire sous le contrôle du procureur de la République. Et donc on a travaillé sur toutes ces questions. Et le diagnostic, alors j'imagine que vous l'avez posé, puisque on dit souvent la Calédonie pour l'instant est à peu près à l'abri des gros trafics de drogue dure. Question toute simple, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on est à l'abri, ou est-ce qu'il y a quand même un risque, un danger réel?
Alors le danger, il est déjà avéré, hein, puisque la Nouvelle-Calédonie, c'est 3 choses. C'est un marché de consommation, principalement de cannabis, avec un cannabis très dur, hein, puisqu'un taux de concentration de 35%, ça crée des problèmes de santé publique et ça génère toute une génération de jeunes toxicomanes qui, au bout de 5-10 ans, sont des schizophrènes et donc très difficiles à récupérer. La Nouvelle-Calédonie, c'est aussi une zone de production. Et donc, quand on dit production, il y a un marché local, hein, donc circuit court, très bien, c'est éco-responsable, mais il y a toujours le risque d'exportation. Et donc, notre question, c'était aussi vis-à-vis de nos voisins, est-ce que vous recevez du cannabis de Nouvelle-Calédonie ? Et puis 3, il y a effectivement des produits plus durs qui arrivent sur le territoire de Nouvelle-Calédonie. Et puis la Nouvelle-Calédonie, c'est aussi une zone de transit, puisqu'il y a un domaine maritime très important. Et donc, on sait qu'on est sur une route de la drogue qui fait passer les voiliers, les bateaux, les containers, enfin tous les vecteurs de dissimulation. Et on a vu encore récemment que de la cocaïne pouvait arriver de manière dissimulée avec des techniques de dissimulation sur le territoire de Nouvelle-Calédonie. Donc on est à l'abri de rien. Alors il y a un aspect de ce séminaire qui était très important, c'était l'idée de la saisie-confiscation des avoirs. Qu'est-ce que ça représente exactement ? Effectivement, dans ce séminaire, donc, il y avait ces 2 dimensions d'approfondissement, le renseignement financier et l'approche blanchiment. Et qui dit approche par le blanchiment dit technique d'enquête patrimoniale, identifier le patrimoine des délinquants. Et l'objectif, c'est d'avoir des techniques pour saisir et confisquer le patrimoine, puisque je rappelle, en matière de stupéfiants, en matière de blanchiment, la loi et les conventions internationales prévoient la confiscation de l'ensemble du patrimoine. Et donc pour cela, j'avais invité l'AGRAS, qui est l'Agence nationale de gestion, de saisie et de confiscation des avoirs, et 3 de ses responsables sont venus à la fois pour intervenir au séminaire, mais le lendemain du séminaire, on a voulu garder l'ambiance et donc on a réuni une centaine d'enquêteurs, de magistrats, de douaniers, de greffiers, pour pouvoir se perfectionner justement sur les techniques d'identification, mais aussi de saisie et confiscation des avoirs criminels. Alors quel bilan vous faites de ce séminaire finalement ? Est-ce que vous vous rendez compte que les techniques d'approche sont les mêmes ? Est-ce qu'il y a des grosses différences ? Est-ce qu'il y a des points de convergence possibles ? Alors disons qu'on a fait un diagnostic commun, c'est-à-dire que l'ensemble des pays de la zone voient bien que les différents produits se développent. On est encore un peu préservé des drogues de synthèse, mais pour combien de temps ? Quand on sait qu'on a des lignes directes avec le Japon, que le Japon est concerné, aérienne j'entends, quand je vois qu'il y a une ligne avec Fidji, et Fidji est une plaque tournante du secteur. Donc on est inquiet sur les risques d'arrivée de méthamphétamine. On sait que par exemple en Polynésie, plus de 10 000 personnes sont des consommateurs réguliers d'ice qui coûtent très cher et qui fait des gros dégâts en termes de santé publique. Donc le diagnostic pour nous, c'était de partager les informations sur ces produits, sur ces nouveaux produits et sur les risques d'approvisionnement et de renforcer cette coopération pour que ces produits n'arrivent pas sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie. Et le deuxième acquis, c'est justement de partager l'information pour pouvoir choisir de manière concertée comment agir sur un même réseau, de manière coordonnée sur différents pays, sur différents territoires, comment donner le leadership à des territoires en fonction des données recueillies, et puis enfin échanger aussi pour justement identifier les avoirs, hein, puisqu'on sait que tout le monde n'investit pas son argent sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie. Il y a des zones d'Australie, Nouvelle-Zélande, voire du Vanuatu, qui méritent aussi qu'on puisse échanger de l'information au cas où il y aurait du blanchiment, du trafic de stupéfiants ou d'ailleurs du blanchiment de toute autre activité criminelle. Alors Bruno Dalle, on sait que le cannabis est un phénomène très connu en Nouvelle-Calédonie. Ça fait très très longtemps que ça dure. C'est un vrai, vous l'avez dit, c'est un vrai problème de santé publique. On connaît moins peut-être les drogues dures qui s'adressent évidemment pas du tout à la même clientèle a priori. C'est quand même une clientèle qui a de l'argent. Alors, pas forcément, parce que quand on regarde ce qui s'est passé en Polynésie, et sur les 10 000 consommateurs reconnus réguliers de ice, il n'y a pas que les milieux favorisés ou de la fête ou de l'événementiel. Toute la population, quand on a 10 000 sur 280 000 habitants, toute la population est concernée. Et on voit aussi que dans les petits réseaux qu'on a démantelés ici de cocaïne, que même s'il y a des tendances avec les milieux de la nuit, les milieux festifs, le produit a tendance à se diffuser dans tous les milieux, et c'est encore plus vrai avec les méthamphétamines. Alors, dans ces milieux, justement, on a entendu tout à l'heure l'auditeur qui demandait un peu plus de publicité sur quand il y a des condamnations.
On va peut-être rappeler la procédure, tout simplement, c'est qu'on ne donne pas les noms des gens avant qu'ils soient condamnés. C'est exactement ça, c'est le respect de la présomption d'innocence. On le rappelle suffisamment à toutes les échelles et tous les échelons de toutes les sociétés. Donc on peut arriver à donner la nationalité, on arrive à donner quelquefois les initiales, l'origine, tant qu'on est en phase d'enquête. Et puis ensuite, l'audience de jugement étant publique, effectivement, l'identité à ce moment-là peut être reprise par la presse. Ce séminaire, il va déboucher sur quoi ? Est-ce qu'il va y en avoir d'autres ? Est-ce que vous avez créé des liens, du coup, noué des liens qui vont être utiles après sur la définition des politiques publiques en ce qui vous concerne ? Alors déjà, c'était un séminaire qui a pour C'est objectif... une première, hein, en fait. Alors c'est une première pour À ce niveau-là. aussi bien sur cette dimension internationale que pluridisciplinaire. Et surtout, c'est la première fois qu'on allait aussi loin dans l'analyse du renseignement et notamment du renseignement financier. Donc déjà, il y a toute une documentation qui a été le fruit des présentations qui va être redistribuée. Et puis, on va continuer, en tout cas au niveau du parquet général, à rester en contact avec tous les acteurs qui ont été impliqués pour que sur la coopération judiciaire, sur la rédaction éventuellement de conventions, je pense au Vanuatu, sur le caractère opérationnel des échanges entre cellules de renseignement financier, il y a une suite et j'ai déjà quelques idées pour l'année prochaine pour approfondir certains des vecteurs qui ont été amorcés pendant ce séminaire. Et les techniques opérationnelles, elles évoluent évidemment, on imagine, avec l'avancée des technologies. On pense aux drones, on pense aux satellites. Et dans ce cadre-là, les nouveaux patrouilleurs de la marine, par exemple, puisque vous parliez de la marine nationale tout à l'heure, on a le ministre des Armées sur le territoire. Et ça va aider d'une certaine manière, puisque ce sont des outils précieux pour ce genre de choses. C'est indispensable, hein, d'ailleurs on l'a vu. Hein, donc il y a le volet comment partager le renseignement avec la marine, comment trouver le moment opérationnel le meilleur pour intervenir, dans quel cadre juridique, puisque les règles d'action de l'État en mer, en fonction de la haute mer, la mer territoriale et la zone économique exclusive ne sont pas les mêmes. Donc on a travaillé sur toutes ces questions. Et puis il est évident que l'engagement de la marine avec du nouveau matériel moderne, avec notamment des drones, mais aussi une liaison entre l'aérien et le maritime, puisqu'on sait qu'un navire a besoin d'être éclairé, comme disent les techniciens, et que les bâtiments qui sont repérés doivent être regardés avec attention. Le ministre de la Défense, qui est très mobilisé par ces questions, parle beaucoup de lutte contre les pêches, mais il y a aussi le narcotrafic, et on sait que le soutien satellitaire est aussi un élément important pour connaître notre territoire dans notre stratégie indo-pacifique, qui est aussi de lutte contre la criminalité. Bruno Dalle, procureur général près la Cour d'appel de Nouméa, merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci.